Une brise froide soufflait dans les rues pavées de Paris, ce soir-là, enveloppant la ville d'une mélancolie propre au début de l'automne. Les arbres laissaient tomber lentement leurs feuilles dorées sur les trottoirs humides, et l'air portait un parfum mêlé de pluie récente et de souvenirs fanés. À l'intérieur du prestigieux restaurant L'Élan, situé près des quais de Seine, tout semblait figé dans une élégance silencieuse. Lustre de cristal suspendu, nappe d'un blanc impeccable, argenterie parfaitement alignée. Le salon, pourtant vaste, était entièrement vide. Tous les couverts, toutes les chaises, toutes les tables, sauf une. Installé au centre de la salle, comme un roi solitaire sur son trône déserté, Étienne Moreau fêtait ce soir ses 40 ans. Sans musique entraînante, sans rire ni voix familière, sans amis ni famille. Seulement le cliquetis régulier d'un piano lointain et le léger tintement de son verre de vin rouge lorsqu'il l'effleurait du bout des doigts. Son regard fixait un point abstrait dans l'espace, entre le lustre et l'obscurité de la baie vitrée, comme s'il espérait y voir surgir un fantôme du passé. Depuis 5 ans, Étienne ne marchait plus. Un accident de voiture survenu un soir d'hiver sur une route verglacée de la région lyonnaise avait changé le cours de son existence. Le verdict avait été immédiat, paraplégie. Depuis, il avait troqué les voyages et les conférences d'affaires pour des silences prolongés dans son immense hôtel particulier et les fêtes mondaines pour des soupers privés comme celui-ci, où même la lumière semblait trop forte, trop insistante, comme pour lui rappeler sa solitude. Il portait un costume parfaitement taillé, gris anthracite, assorti d'une chemise bleu nuit. Aucun bouton n'était déboutonné, aucun pli visible. Son fauteuil roulant était d'un modèle sobre mais luxueux, reflet d'un homme qui refusait la pitié et laissait les émotions derrière une façade impeccable. Pourtant, ce soir, quelque chose dans ses yeux trahissait une faille, une fatigue qui ne venait pas du corps mais de l'âme. Claire Dubois, la serveuse affectée à sa table, observait discrètement cet homme qui semblait appartenir à un autre monde. Elle, trentenaire au sourire doux mais fatigué, aux cheveux relevés à la hâte et aux chaussures usées, n'était qu'une silhouette parmi tant d'autres dans les coulisses de la ville. Elle savait qui il était. Tout le monde connaissait Étienne Moreau. Entrepreneur à succès, propriétaire de plusieurs galeries et d'une chaîne de librairies indépendantes à travers le pays. Mais ici, dans ce salon désert, il n'était qu'un homme seul, devant un repas trop raffiné pour être apprécié. Claire avançait avec précaution entre les tables vides, tenant l'assiette du dessert sur un plateau d'argent. Une délicate tartelette aux figues, rehaussée d'un filet de miel de lavande. En s'approchant, elle ralentit. Elle vit Étienne poser son verre et regarder par la fenêtre vers la rue invisible de l'autre côté. Il avait ce regard, celui de quelqu'un qui attendait. Mais quoi? Ou qui? Ce n'était pas la première fois qu'elle servait des clients riches et silencieux. Pourtant, chez lui, il y avait autre chose. Une tension contenue, une absence criante, comme si la fête qui l'attendait n'avait jamais commencé. Elle posa délicatement l'assiette devant lui. Il ne réagit pas tout de suite. Puis, il leva les yeux vers elle, et elle soutint son regard un peu plus longtemps que nécessaire. Dans ce bref échange muet, elle ressentit une impulsion étrange, comme une force douce mais irrépressible. Elle ne savait pas d'où venait cette audace, ni ce qu'elle espérait en retour. Mais les mots sortirent, presque sans qu'elle les ait choisis. « Monsieur, est-ce que je peux rester ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Étienne cligna des yeux, comme surpris que quelqu'un ait osé briser la glace de cette manière. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais aucun mot ne vint tout de suite. Il détailla Claire, non pas avec l'arrogance d'un homme habitué à être servi, mais avec une curiosité sincère, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un n'était pas là pour son argent, son nom ou sa réputation, mais juste pour être là. Puis, contre toute attente, il acquiesça lentement de la tête. Claire, un peu gênée, tira une chaise et s'assit à une distance respectueuse, posant ses mains sur ses genoux, hésitante, mais décidée à ne pas fuir. Il la regardait toujours, mais différemment maintenant. Quelque chose dans son expression s'était adouci, comme un miroir craquelé par une première fissure. Elle parla de son quartier, de ses horaires de travail absurdes, de ses rêves d'enfant jamais réalisés. Il écouta, attentif, hochant la tête de temps en temps, esquissant même un sourire discret quand elle évoqua sa passion d'adolescente pour les films de Jacques Tati. Claire n'essayait pas de briller. Elle était simplement elle-même, et cela semblait suffire.
Le temps passa plus vite qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'elle se leva finalement, consciente que ce moment ne pouvait durer éternellement, elle laissa quelque chose sur la table, presque furtivement. Étienne, absorbé dans ses pensées, ne s'en aperçut qu'après son départ. Il regarda l'objet, puis le prit entre ses doigts. C'était un simple morceau de papier plié, un serviette en tissu. Dessus, au stylo bille, un petit dessin naïf, une tour Eiffel légèrement de travers et une chaise roulante avec des ailes. En dessous, une phrase manuscrite. « Tout le monde mérite de voler ». Pour la première fois depuis des années, Étienne Moreau sourit. Un sourire discret, fragile, mais authentique. Il ne comprenait pas exactement pourquoi, mais il sentait au fond de lui que quelque chose venait de changer. Il ne savait pas encore quoi. La pendule murale marquait 10 heures du soir, quand Claire referma doucement la porte du restaurant derrière elle, laissant derrière le murmure des cuisines qui se vidaient et les voix fatiguées des collègues qui comptaient les heures de travail restantes. Dehors, l'air était encore plus glacial que lorsqu'elle était entrée, mais elle n'y prêta pas attention. Sa tête résonnait des mots qu'elle avait prononcés, de ce simple « Monsieur, est-ce que je peux rester ?» qu'elle avait laissé s'échapper comme une bouffée d'air chaud dans une pièce glacée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait dit cela. Peut-être parce qu'il semblait à 2 doigts de disparaître dans sa propre indifférence. Peut-être parce que, pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait perçu un appel silencieux dans ses yeux. Étienne Moreau était resté figé un instant. Son regard avait glissé sur elle comme une silhouette incertaine, dans un rêve mal éclairé, puis il avait hoché la tête. Ce petit geste, presque imperceptible, avait suffi à l'asseoir. Ils avaient parlé, enfin, elle avait parlé. Lui, il s'était contenté d'écouter. C'était étrange à dire, mais ce silence partagé ne l'avait pas mise mal à l'aise. Il y avait chez cet homme une gravité apaisante, une manière de rester présent, sans envahir. Claire n'avait rien cherché, ni admiration, ni reconnaissance. Elle s'était contentée d'être là, c'était tout. Maintenant, alors qu'elle longeait les rues silencieuses vers la station de métro, elle s'étonnait encore d'avoir agi ainsi. Elle se rejouait les scènes dans sa tête, les silences, les regards, le moment où elle avait dessiné à la hâte ce petit croquis sur la serviette de table. Un trait maladroit, un peu d'encre bleue, une phrase simple. C'était peut-être ridicule, mais elle n'avait pas trouvé d'autre manière de lui dire qu'il méritait plus que ce vide autour de lui, que sa vie ne devait pas se réduire à l'absence, même s'il semblait s'y être résigné. Étienne, de son côté, n'avait pas quitté la table. Il avait fixé le dessin comme s'il y lisait un message codé qu'il avait attendu toute sa vie. Le simple fait que quelqu'un ose lui adresser un geste gratuit, sans arrière-pensée, sans obligation, suffisait à troubler l'ordre qu'il avait mis des années à établir autour de lui. Claire n'avait pas tenté de le sauver. Elle n'avait pas eu cette pitié polie que tant d'autres arboraient sans même s'en rendre compte. Elle avait juste été là. C'était peut-être ce qui le bouleversait le plus. Le lendemain, Claire ne travaillait pas. Elle avait laissé son uniforme sécher sur une chaise, s'était levée plus tard que d'habitude et s'était occupée de Jules, son neveu de 5 ans. L'enfant vivait avec elle depuis presque 2 ans, depuis l'accident de ses parents. Ce matin-là, ils étaient allés au parc. Elle lui avait couru après sur les sentiers, riant quand il imitait un avion les bras tendus. Elle s'était surprise à se sentir légère, comme si la veille, elle avait ouvert une porte longtemps restée fermée. Étienne, quant à lui, avait dormi peu. Le souvenir de leur échange le hantait, mais pas de manière pesante. C'était une sorte d'écho doux, comme une mélodie qu'on ne veut pas oublier. Il avait reposé la serviette sur la table de chevet et, au matin, l'avait soigneusement pliée avant de la glisser dans un tiroir. Le goût de cette soirée persistait. Il avait envie de la revoir, pas comme on convoque un employé ou comme on rappelle une faveur, mais comme on cherche une présence rare, une voix particulière, quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer jusqu'ici. Il retourna au restaurant ce soir-là, même heure, même table. Mais Claire n'y était pas. Une autre serveuse, plus jeune, plus volubile, s'approcha de lui avec un sourire professionnel. Il ne la regarda pas. Il resta 20 minutes, but un verre d'eau puis repartit. Il répéta ce rituel 2 soirs de suite, sans succès. Le 3e soir, il prit une décision inhabituelle. Ce fut Jean-Baptiste, son assistant, qui leva un sourcil étonné quand Étienne lui demanda sans détour de retrouver l'adresse de Claire Dubois. Il n'expliqua pas pourquoi.
Il se contenta de dire qu'il avait oublié quelque chose et que cela avait plus de valeur qu'il n'y paraissait. L'adresse arriva dans la soirée. Un immeuble modeste dans une rue calme de Montreuil. Le lendemain, Étienne se fit conduire jusque-là. Il resta dans la voiture un moment, observant la façade. Une porte entr'ouverte, des rideaux usés, une plante grimpante au balcon du 3e étage. Puis il la vit. Claire descendait les marches rapidement, une main tenant des sacs de course, l'autre portant un petit garçon qui semblait s'être endormi contre son épaule. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient attachés à la va-vite et elle portait un vieux manteau beige. Mais jamais il ne l'avait trouvée aussi belle. Elle le vit à son tour et s'arrêta net. Le choc passa sur son visage en une fraction de seconde, vite remplacé par une expression mêlée de prudence et d'étonnement. « Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il sortit de la voiture lentement, s'approcha d'elle avec calme et tendit la main. Dans ses doigts, il tenait la serviette. « Vous avez oublié ceci. » Claire le regarda, interdite. Elle ne savait pas si elle devait rire, s'énerver ou le remercier. Jules se réveilla doucement, remua dans ses bras. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mal à l'aise d'être vue ainsi dans son monde sans filtre. « Vous avez traversé Paris pour ça ?» demanda-t-elle, mi-incrédule, mi-amusée. « Je ne l'avais pas terminé », répondit-il simplement. Ils restèrent là, debout, face à face, au bord du trottoir. Étienne ne disait rien de plus. Claire sentait que cet homme, malgré toute sa richesse, ne cherchait pas à acheter un moment, mais à le partager. Elle l'invita alors à marcher un peu. Ils allèrent jusqu'à un petit café du coin, s'installèrent en terrasse malgré le froid. Jules, toujours à moitié endormi, s'assit sur ses genoux. Ils parlèrent, cette fois, d'art, de cinéma, de ces petits riens qui façonnent une vie. Étienne écoutait plus qu'il ne parlait, comme toujours, mais il posait des questions. Il voulait comprendre, découvrir. Claire, elle, n'avait pas changé. Elle ne jouait pas un rôle. Et c'est précisément ce naturel qui le déstabilisait. Puis au détour d'une conversation sur les films de Truffaut, elle le fixa un instant, son regard devenant plus sérieux. « Vous avez peur d'être aimé, n'est-ce pas ?» La question tomba comme un couperet. Étienne recula légèrement, pris au dépourvu. Il chercha une réponse, mais rien ne lui vint immédiatement. Il bredouilla un début de phrase, puis s'arrêta. « Pardon, c'était déplacé, murmura-t-elle. J'ai eu tort. »« Non, répondit-il enfin. C'est juste, inattendu. » Elle hocha la tête, puis se leva, rassembla ses affaires et fit signe à Jules. Elle posa la main un instant sur l'épaule d'Étienne. « Merci pour le café. » Et elle s'éloigna, sans promesse, sans explication. Étienne resta là un moment, figé. La question de Claire résonnait en lui avec une force étrange. Plus que ses paroles, c'était son regard qui lui restait en mémoire. Un regard qui avait vu au-delà de la façade. Qui avait vu l'homme qu'il était, et pas celui qu'il prétendait être. Étienne resta longtemps assis à la terrasse du petit café, regardant le trottoir vide, là où Claire venait de disparaître. Le froid s'insinuait sous sa veste, mais il n'y prêtait pas attention. Sa main tenait encore la serviette, ce petit carré de tissu blanc sur lequel elle avait tracé son dessin la première fois. Une tour Eiffel un peu tordue et une chaise roulante avec des ailes déployées. Il l'avait apportée exprès, comme un prétexte. Mais désormais, ce simple objet semblait bien plus que cela. Il le tenait comme on tiendrait une lettre qu'on aurait peur d'abîmer. C'était plus qu'un souvenir. C'était un signe qu'il avait été vu, sans décor, sans titre, sans masque. De retour chez lui, tard dans la nuit, il alluma les lumières tamisées du salon et déposa la serviette sur son bureau. Il la fixa longtemps. Les mots écrits en bas du dessin, « Tout le monde mérite de voler », le hantaient. Depuis l'accident, il s'était habitué à l'idée que certains rêves avaient une date de péremption. Il avait cessé de regarder les avions dans le ciel, de penser aux sommets qu'il ne gravirait plus, aux rues qu'il ne longerait jamais sans ses roues. Ce dessin, pourtant, remettait tout cela en question. Ce n'était pas un encouragement naïf, mais une invitation subtile à revoir les contours de sa propre existence. Étienne prit la serviette et la glissa dans le tiroir de son bureau avec un soin presque cérémonial. Il referma doucement, puis éteignit les lumières. La nuit fut courte et troublée. Il rêva, non pas de Claire en tant que personne, mais de ce qu'elle représentait. Une fracture dans sa routine de silence. Une voix qui ne cherchait ni profit ni compassion. Au réveil, il sentit une énergie étrange,
comme un souffle oublié qui tentait de revenir à la surface. Il se leva plus tôt que d'habitude, refusa l'aide de son aide-soignant pour une fois et demanda à être conduit de nouveau au restaurant. Il arriva peu après midi. À cette heure-là, le service du déjeuner battait son plein. Le hall bourdonnait de conversations feutrées, de couverts qui s'entrechoquaient, de commandes transmises en cuisine. Étienne entra, toujours avec ce mélange de discrétion et d'autorité qui le caractérisait. Les serveurs le reconnurent immédiatement. Certains chuchotèrent son nom. On lui attribua une table, mais son regard balayait la salle, cherchant un visage précis. Claire n'était pas là. Il attendit. 30 minutes, puis 1 heure. Enfin, il se leva et demanda, d'un ton poli mais ferme, à parler au responsable de salle. Le gérant arriva rapidement, nerveux. Étienne, sans détour, demanda si Claire travaillait ce jour-là. Le responsable consulta un carnet, hésita, puis répondit que non. Elle n'était pas prévue. Il ne savait pas quand elle reviendrait. Ce fut une frustration inattendue pour Étienne. Il n'aimait pas l'imprévu. Il n'aimait pas être dans une situation qu'il ne pouvait pas contrôler. Pourtant, cette absence, ce manque presque absurde, confirmait que quelque chose avait changé. Il retourna chez lui, cette fois sans détour. Dans le salon, il s'arrêta devant sa bibliothèque, puis ouvrit de nouveau le tiroir où il avait rangé la serviette. Il la regarda encore. Ce simple geste qu'elle avait eu l'obligeait à remettre en cause toutes ses certitudes. L'après-midi passa lentement. Il s'occupa comme il le faisait depuis des années, en consultant ses dossiers, en répondant à des messages, en lisant des essais sur l'art et la littérature. Mais chaque tâche semblait soudainement fade, vide de sens. C'est à ce moment-là qu'il comprit que l'essentiel n'était pas ce dessin, mais la main qu'il avait tracée. Ce qui lui manquait, ce n'était pas une serviette griffonnée, mais cette voix qui avait osé s'inviter dans son monde de silence. Étienne prit une décision inhabituelle. Il demanda à Jean-Baptiste d'arrêter tout ce qu'il faisait. Il voulait que l'on trouve Claire. Pas pour la déranger, pas pour la forcer, juste pour la revoir, pour comprendre pourquoi elle avait laissé une trace aussi vive dans son esprit. Son assistant, d'abord réticent, accepta après un échange bref. Étienne ne donna aucune explication. Il n'avait pas à se justifier. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne cherchait pas seulement une femme. Il cherchait la réponse à une question qu'il n'avait jamais osé formuler. 3 jours passèrent. Chaque soir, Étienne retournait au restaurant. Il s'asseyait à la même table, commandait un plat simple et mangeait lentement, toujours seul, toujours avec l'espoir irrationnel de la voir apparaître entre 2 services. Mais Claire ne revenait pas. Le personnel, bien que discret, observait ce rituel avec curiosité. Ils savaient tous qu'il se passait quelque chose. Mais personne n'osait poser de questions. Le 4e jour, Jean-Baptiste lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une note manuscrite avec une adresse. Un immeuble modeste à Montreuil. Étienne ne réagit pas immédiatement. Il regarda l'adresse, puis la replia et la garda sur lui. Il attendit encore un jour avant de s'y rendre. Peut-être par peur de déranger, ou simplement parce qu'il ne savait pas quoi dire. Quand il arriva devant l'immeuble, il reconnut les lieux décrits. Les volets un peu tordus, la boîte aux lettres en fer blanc. Il attendit dans la voiture pendant presque 1 heure, observant les allées et venues des habitants. Puis il la vit. Claire en manteau long, un sac de course à la main, un enfant accroché à l'autre bras. Elle riait doucement avec lui, parlant de choses simples. Étienne fut pris d'un vertige. Cette image si vivante, si éloignée de son monde aseptisé, le frappa comme un uppercut. Il sortit de la voiture, roula lentement jusqu'à elle. Claire le vit, s'arrêta net. Elle ne dit rien au début. Il tendit la serviette, avec une neutralité qui cachait mal son trouble. « Vous l'avez oublié ?» Elle le regarda longuement, puis prit la serviette avec lenteur. Le silence s'étira. L'enfant regardait Étienne avec curiosité, sans jugement. Claire, après un instant, hocha la tête. « Vous êtes venu jusque-là pour ça ? Je ne savais pas comment faire autrement. » Elle le dévisagea, mais sans agressivité, plutôt avec cette étrange lucidité qu'elle avait déjà montrée au café. « Et maintenant ?» Étienne hésita. « Maintenant, je vous invite à prendre un café, si vous en avez le temps. » Elle regarda Jules, puis le ciel qui devenait gris. Finalement, elle acquiesça. « D'accord, mais ce sera court. » Ce fut court, mais ce fut sincère. Ils parlèrent peu, mais chaque mot comptait. Elle évoqua son quotidien, les heures supplémentaires, les fins de mois difficiles. Il raconta,
pour la première fois depuis longtemps, son accident, sans entrer dans les détails techniques. Elle écouta, attentive. Elle ne posa pas de questions. Elle attendit juste qu'il parle. Lorsqu'ils se quittèrent, il n'y eut pas de promesse, pas d'engagement, juste un regard échangé, plus chargé que 1000 mots. Étienne ne savait pas ce qui allait suivre, mais il savait qu'il ne voulait pas que cela s'arrête là. La pluie tombait fine sur les trottoirs étroits de Montreuil, dessinant des ruisseaux timides entre les pavés irréguliers. Étienne était revenu chez lui le cœur un peu plus léger que les jours précédents. Il n'aurait jamais imaginé que cette simple conversation, ce café partagé entre deux mondes si opposés, puisse imprégner ses pensées d'une manière aussi persistante. Mais à présent, quelque chose avait bougé. Il ne s'agissait pas de sentiments éclatants ou de révélations soudaines, simplement d'une absence qui ne ressemblait plus à de l'habitude. Depuis le moment où Claire s'était levée du café, il ne pensait plus à sa solitude de la même façon. Elle avait posé sur lui un regard qui n'avait rien demandé en retour, et cela pour lui n'avait pas de précédent. Il retourna à Montreuil 2 jours plus tard, cette fois sans serviette à remettre, sans prétexte facile. Son chauffeur resta en retrait, tandis qu'Étienne observait de nouveau l'immeuble où elle vivait. Il n'attendait rien, mais ne pouvait pas non plus rester immobile dans son salon silencieux. Son fauteuil roulant avançait lentement sur le trottoir irrégulier, et chaque vibration sous ses roues lui rappelait qu'il s'aventurait loin de ses habitudes soigneusement cadrées. Il n'eut pas à attendre longtemps. Claire sortit de l'immeuble, habillée simplement, un cabas sur l'épaule et un petit garçon accroché à sa main. Elle semblait pressée, mais son pas ralentit aussitôt qu'elle aperçut Étienne. Son regard, d'abord surpris, se teinta d'inquiétude. « Encore vous ?» dit-elle, une note d'agacement à peine voilée dans la voix. Étienne leva calmement les mains, désarmé. « Je ne suis pas venu imposer quoi que ce soit. Je voulais simplement vous revoir. » Claire regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne les observait. Puis elle posa son regard sur Jules, qui observait Étienne avec une curiosité tranquille. « Jules, voici Monsieur Moreau, dit-elle. Il est venu. » Pour dire bonjour. L'enfant hocha la tête sérieusement, puis se remit à jouer avec un petit jouet en plastique qu'il tenait dans sa poche. Claire soupira, fatiguée, mais pas hostile. « Vous êtes venu jusqu'ici ? Pourquoi ? Je ne suis pas sûr. Peut-être parce que je vous ai vu, vraiment vu, et ça n'arrive pas souvent. » Elle resta silencieuse. Ce genre de phrase, dans d'autres circonstances, aurait pu lui paraître séductrice ou déplacée. Mais dans la bouche d'Étienne, il n'y avait aucune insistance, aucune attente, juste une vérité nue. « Venez marcher avec moi, dit-elle enfin. Enfin, vous comprenez ? » Ils avancèrent côte à côte dans les rues de Montreuil. Le fauteuil roulant roulait doucement à côté de Claire, qui tenait Jules par la main. Ils passèrent devant des boulangeries de quartier, des parcs silencieux, des façades usées par le temps. Elle lui parla de ses parents, décédés dans un accident 2 ans plus tôt. Elle lui parla de sa sœur, morte peu après la naissance de Jules. Elle avait tout repris en main depuis, un travail, un enfant, une vie entière recomposée avec des morceaux cassés. Étienne, lui, ne parla presque pas. Il écoutait, fasciné par la façon dont elle donnait sens à des choses que d'autres auraient appelées malheur. À un moment, elle s'arrêta devant un banc public, fit asseoir Jules, lui donna un petit goûter, puis se tourna vers Étienne. « Vous vivez dans un monde très différent du mien, monsieur Moreau. Je ne suis pas certaine que vous sachiez ce que vous cherchez ici. »« Peut-être que je le découvre justement, » répondit-il. Elle l'observa longuement, puis détourna les yeux. Elle semblait à la fois touchée et méfiante, comme si elle attendait que cette bulle éclate. « Et si je vous disais que vous n'avez pas à me sauver ? Ce n'est pas moi qui sauve qui que ce soit, dit-il. Je cherche peut-être à être sauvé, moi. » Cette réponse la surprit. Elle le regarda, le vrai regard, pas celui des convenances, pas celui qu'on jette aux hommes riches et puissants. Elle vit l'homme, et ce qu'elle vit n'était pas glorieux ni tragique. C'était un homme cassé comme tant d'autres, mais qui refusait de l'admettre à voix haute. Ils restèrent là longtemps, pendant que Jules dessinait des formes abstraites avec son doigt sur le banc humide. Quand vint le moment de partir, Claire le raccompagna à sa voiture. Elle ne lui proposa pas de revenir ni de l'appeler. Mais avant de refermer la portière, elle glissa simplement. « Merci d'avoir écouté. » Étienne ne dit rien. Il la salua d'un signe de tête, et la voiture s'éloigna doucement. Le soir venu, dans son appartement silencieux, il reprit un de ses carnets, un vieux carnet noir aux pages jaunies.
Il n'y écrivait plus depuis des années. Il l'ouvrit, relut quelques pages anciennes, puis se mit à écrire. Ce n'était pas une lettre, pas un poème, juste des pensées, des phrases éparses, des morceaux de ce qu'il n'avait jamais dit. Le lendemain, il retourna au restaurant. Claire n'était toujours pas là. Il questionna de nouveau le gérant, qui lui annonça qu'elle avait pris quelques jours. Rien d'anormal, pas de raison précise. Étienne comprit qu'elle fuyait, ou qu'elle prenait du recul. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Alors, il écrivit encore. Il remplit plusieurs pages du carnet avec des bribes de cette rencontre, des sensations, des impressions. Il se surprit même à y dessiner, maladroitement, une chaise roulante avec des ailes. Quelques jours plus tard, Claire revint au restaurant. C'était un soir de semaine peu fréquenté. Elle évita le regard d'Étienne quand elle passa en salle, mais elle ne fit pas semblant de ne pas le voir. Lorsqu'elle termina son service, il l'attendait dehors, non loin de l'entrée. Il n'avait pas réservé de table ni commandé de plat. Il était juste là, dans la nuit. « Puis-je vous accompagner un moment ?» Elle soupira, exaspérée. « Vous ne lâchez jamais, vous ? Pas quand je sens que quelque chose est vrai. » Ils marchèrent encore, cette fois dans les rues plus sombres, plus silencieuses. Elle finit par lui demander ce qu'il cherchait vraiment. Étienne répondit, sans détour. « Je cherche ce sourire que vous aviez quand vous parliez de votre enfance, celui-là que je n'ai vu qu'une fois. » Claire s'arrêta. Elle posa ses yeux sur lui, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Vous cherchez un sourire ? Et si ce sourire n'existait plus ? Alors je ferai en sorte qu'il revienne, dit-il. Pas pour moi, pour vous. » Elle se remit à marcher sans rien ajouter, mais quelque chose dans sa démarche avait changé. Elle ne fuyait plus, elle avançait, et cela suffisait à Étienne pour continuer. Le café du quartier où Étienne et Claire s'étaient déjà arrêtés était à moitié vide ce matin-là. Les tables en bois ciré étaient encore humides du nettoyage matinal, et l'air embaumait le café fraîchement moulu. Étienne avait envoyé un message la veille, une simple ligne. « Si vous avez encore du temps pour un café, je suis là. » Il ne s'attendait pas à une réponse immédiate, mais elle arriva en quelques minutes, brève et nette. Demain, 9 heures, même endroit. Il était arrivé en avance. Le serveur le reconnut, l'installa à la table du fond, près de la vitrine. Claire arriva à l'heure exacte, pas une minute de plus. Elle portait un manteau sombre et une écharpe nouée sans soin autour du cou. Elle s'assit en face de lui, posa ses mains sur la table sans les croiser. Ils échangèrent un salut discret, et pendant un moment, ce fut tout. Ce n'est qu'après quelques gorgées de café que la conversation reprit, comme si elle s'était interrompue la veille. Ils parlèrent de films cette fois. Claire évoqua Truffaut, puis Romer, et Étienne répondit avec une connaissance plus académique du sujet. Il citait des critiques. Elle se moquait gentiment de son ton trop sérieux. Le ton était léger, mais une tension flottait dans l'air, suspendue comme une corde fine prête à se rompre. Claire jouait avec sa cuillère, la tournant dans la soucoupe avec un geste presque distrait. Puis elle s'arrêta, le regarda fixement. « Vous avez peur d'être aimé ?» Étienne resta figé. Il ne s'attendait pas à une question aussi directe, aussi frontale. Il ouvrit la bouche, referma, cherchant ses mots. Son premier réflexe fut de répondre par une plaisanterie, mais il savait que Claire n'était pas le genre de personne à apprécier les échappatoires. « Pourquoi cette question ?» demanda-t-il finalement d'un ton bas. « Parce que vous vous comportez comme un homme qui veut qu'on l'approche, mais qui se barricade dès qu'on fait un pas vers lui. Parce que vous écoutez plus que vous ne parlez, et pas seulement par politesse. Et parce que je sens que vous avez bâti un mur autour de vous, et que vous ne savez plus s'il faut le protéger ou le faire tomber. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Aucune accusation. Juste une observation, nette, sincère, comme si elle décrivait le temps qu'il faisait. Étienne prit une inspiration, laissa retomber ses épaules. « Ce n'est pas que j'ai peur d'être aimé, » dit-il lentement. « C'est que j'ai appris à ne plus attendre que cela arrive. Et peut-être que je me suis convaincu que c'était plus simple ainsi. »« Ce n'est pas plus simple, » répondit-elle aussitôt. « C'est juste plus. Vide. » Il baissa les yeux, puis sourit, un sourire fatigué, presque douloureux. « Vous êtes toujours aussi brutal ?»« Non. Mais je ne sais pas mentir quand je sens qu'il y a quelque chose de vrai à dire. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était même presque confortable. Étienne reprenait peu à peu ses esprits. Il n'était pas habitué à être mis à nu aussi facilement. Claire, avec ses mots simples, venait de toucher un point qu'il n'avait jamais laissé approcher.
Il se sentait vulnérable, mais étrangement, cela ne le dérangeait pas autant qu'il l'aurait cru. Ils terminèrent leur café dans un calme feutré. Au moment de partir, Claire posa sa main sur la table sans le regarder. « Je ne cherche pas à vous réparer, Étienne. Je veux juste comprendre pourquoi un homme comme vous a décidé qu'il ne méritait plus d'être touché. » Elle se leva, remit son manteau, salua d'un simple geste et partit sans se retourner. Étienne resta assis un long moment, les yeux fixés sur la chaise vide. Il ne savait pas s'il venait de vivre une attaque ou une offrande, mais ce qui était certain, c'est qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme si rien de tout cela ne s'était passé. De retour chez lui, il ne trouva aucun réconfort dans les murs somptueux de son appartement. Le parquet parfaitement ciré, les œuvres d'art accrochées avec soin, la lumière douce qui tombait sur les rideaux lourds, tout lui semblait étranger, comme s'il rentrait dans une maison qui n'était plus la sienne. Il erra dans les pièces, passa devant les grands miroirs sans s'y arrêter. Finalement, il s'assit à son bureau, sortit son carnet noir et écrivit. Il n'écrivit pas sur Claire. Il écrivit sur la peur, sur l'idée de se laisser approcher, sur le silence qu'on s'impose pour ne pas être blessé, sur les regards qu'on évite parce qu'ils pourraient voir ce qu'on ne veut pas montrer. Les mots coulaient sans effort, bruts, directs, comme s'ils avaient attendu depuis trop longtemps. Plus tard, il lut ces lignes à voix haute. Sa voix tremblait par moments. Ce n'était pas de la honte, ni du regret. C'était une sorte de soulagement douloureux. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus faire semblant, qu'il était peut-être temps d'ouvrir un espace à autre chose. Pas à une histoire d'amour idéalisée, pas à une réparation magique, juste à une présence, à un lien vrai. Le lendemain, il retourna au restaurant. Claire n'y était toujours pas. Il demanda de nouveau au gérant s'il pouvait lui parler. L'homme, embarrassé, lui tendit une enveloppe. « Elle m'a demandé de vous remettre ça si vous repassiez. » Étienne ouvrit la lettre sur place. Une feuille pliée en deux, une écriture rapide. « Je ne veux pas devenir une habitude dans une vie où tout est contrôlé. Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais si c'est sincère, alors faites un pas vers ce que vous évitez. Et si ce n'est qu'une distraction, alors il vaut mieux que cela s'arrête ici. Claire. » Il replia lentement la feuille, la rangea dans la poche intérieure de sa veste. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine. Il ne voulait pas que cela s'arrête. Pas maintenant. Pas comme ça. Il avait assez fui pour plusieurs vies. Le ciel était uniformément gris au-dessus de Paris, cette teinte terne et uniforme qui n'annonce ni tempête ni accalmie, juste une journée figée dans une attente morne. Étienne regardait par la grande baie vitrée de son salon, une tasse de thé tiède posée près de lui et le carnet noir ouvert sur ses genoux. Il relisait pour la 4e fois la lettre que Claire lui avait laissée au restaurant. À chaque relecture, il percevait de nouvelles nuances, des silences entre les lignes, des mots qu'elle n'avait pas écrits mais qu'il croyait entendre. Ce n'était ni une invitation claire ni une fermeture totale. C'était une frontière, et elle lui demandait de choisir de quel côté il voulait vraiment se tenir. Il passa la matinée à réfléchir. Il tourna en rond mentalement, revenant sans cesse à cette même question. Qu'est-ce qu'il cherchait exactement en revenant vers Claire? Il ne voulait pas d'un jeu de pouvoir. Il ne voulait pas non plus d'une simple distraction, ni d'une expérience passagère qui se terminerait sans conséquence. Ce qu'il voulait, il ne l'avait pas encore défini avec précision. Mais il savait que Claire était la seule personne depuis des années à l'avoir obligé à regarder en face ce qu'il avait tenté d'ignorer. En début d'après-midi, il dicta un message à son assistant. Pas un courrier formel, un simple mot, manuscrit. Il prit soin de le rédiger lui-même, ligne par ligne. Il y proposait quelque chose d'inattendu, une opportunité selon ses propres termes, une chance de collaboration, loin des convenances professionnelles classiques. Il voulait offrir à Claire un poste d'assistante personnelle. Pas une secrétaire, ni une infirmière, ni une subordonnée quelconque. Il cherchait une personne de confiance, une présence capable de l'accompagner dans les projets personnels qu'il gardait enfouis depuis trop longtemps. Une aide à la fois logistique et humaine. Il insista dans la lettre. Il n'y a rien d'ambigu dans cette offre. Ce n'est ni un piège, ni une faveur. C'est un besoin sincère de travailler avec quelqu'un que je respecte. Le pli fut déposé chez Claire par un coursier discret. Étienne savait qu'il risquait un refus immédiat. Il s'attendait à ce qu'elle voie dans cette proposition un artifice, un prolongement masqué de ses intentions personnelles. Mais il n'avait pas trouvé d'autre façon de rester en lien avec elle sans tomber dans les pièges de l'affect.
Cette offre était, selon lui, un pont. Claire reçut la lettre en fin de journée. Elle venait de récupérer Jules à l'école et ouvrait son courrier sur la table de la cuisine, une main surveillant les devoirs du garçon. Elle lut les lignes 2 fois, la mâchoire légèrement crispée. Sa première réaction fut de la méfiance. Elle avait déjà vu des hommes puissants tenter d'enrober leurs intentions derrière des offres séduisantes. Mais Étienne n'avait jamais été dans la séduction. Il ne cherchait pas à plaire. Il ne demandait rien d'autre que de la présence et une collaboration claire. Elle passa la soirée à y penser, tout en préparant le dîner, en mettant Jules au lit, en nettoyant les assiettes. L'idée la dérangeait autant qu'elle l'intriguait. Le mot « assistante » sonnait creux, mais ce qu'il décrivait dans la lettre ne ressemblait pas à une relation professionnelle classique. Il parlait de confiance, d'idées à concrétiser, de projets qu'il avait longtemps mis de côté. Claire se demanda ce qu'elle avait bien pu éveiller en lui pour qu'il en arrive à cette proposition. Elle savait qu'elle n'était pas une experte en gestion, qu'elle n'avait aucune formation particulière qui justifie ce genre d'opportunité. Mais Étienne ne semblait pas rechercher une compétence spécifique. Il cherchait une présence, une capacité d'écoute, une intelligence humaine. Le lendemain, elle appela. Il répondit immédiatement, comme s'il attendait cet appel depuis des heures. « Votre lettre, je l'ai lue. Et ce que vous proposez, ça ressemble beaucoup à une excuse pour continuer à me voir. »« Peut-être, » répondit-il. « Mais ce n'est pas une ruse. Je vous admire, Claire, votre façon de penser, votre honnêteté, votre regard. Et j'ai besoin de ça autour de moi. Pas pour me distraire, mais pour m'aider à avancer. Je ne suis pas une thérapeute. Je ne vous demande pas de l'être. » Le silence s'étira, puis elle reprit. « J'ai besoin d'un travail mieux payé et de stabilité. Mais je refuse d'être mise dans une position où je deviens une pièce de confort dans la vie d'un homme riche. Ce n'est pas ce que je vous propose. »« Très bien, » dit-elle. « Alors voici mes conditions. Je garde mon indépendance. Je continue à m'occuper de Jules. Je décide de mes horaires. Et si à un moment je sens que ce que vous attendez de moi déborde de ce que j'accepte, je pars. »« D'accord, » dit Étienne sans hésitation. « Je commence lundi. » Elle raccrocha sans lui laisser le temps d'ajouter quoi que ce soit. Étienne resta un moment immobile, le téléphone encore à la main. Il venait d'ouvrir une porte. Et il savait que cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple courant d'air. Le lundi suivant, Claire se présenta à l'entrée de l'immeuble haussmannien où Étienne vivait. Elle portait un jean sobre, un chemisier blanc, une veste foncée. Pas de maquillage, pas de tentative de se fondre dans un décor auquel elle ne voulait pas appartenir. Elle entra dans l'appartement, salua poliment l'assistante qui l'accueillit et rejoignit Étienne dans son bureau, une pièce vaste, aux murs recouverts de livres et d'œuvres d'art contemporaine. Il se leva légèrement dans son fauteuil pour l'accueillir, un sourire discret aux lèvres. « Bienvenue, Claire. Je ne suis pas là pour vos sourires, » dit-elle calmement. « Mais je suis content que vous soyez là. » Elle s'assit, sortit un carnet de son sac. « Bon, parlez-moi de ces fameux projets. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à échanger, à poser les premières pierres d'un cadre de travail. Étienne lui parla de ses textes inachevés, de ses idées de conférences, de sa volonté de créer une fondation pour soutenir les artistes handicapés. Claire prit des notes, proposa des idées, questionna les intentions. Elle ne se contentait pas d'écouter. Elle remettait en question, demandait des précisions, proposait des solutions concrètes. Étienne découvrait en elle une rigueur qu'il n'avait pas anticipée. À un moment, elle lui demanda à voir ses anciens carnets. Il hésita, puis se leva lentement, roula vers la bibliothèque et tira un volume relié en cuir. Elle le prit, l'ouvrit, lut quelques lignes à voix basse. « C'est vous qui avez écrit ça ?»« Oui. Vous ne les avez jamais partagés ?»« Non. »« Pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit sans la regarder, « Parce que j'avais peur que personne ne les lise pour ce qu'ils sont, mais pour ce que je suis devenu. » Claire referma le carnet, le posa devant lui. Ce serait un gâchis de les laisser enfermés ici. Elle se leva, prête à partir. Il la regarda, songeur. « Vous savez que votre présence change tout, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ma présence. C'est ce que vous décidez d'en faire. » Puis elle quitta la pièce, laissant Étienne seul avec son carnet, ses doutes et une certitude nouvelle. La vie venait de lui proposer un virage, et il avait enfin choisi de le prendre. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine nouvelle dans la maison d'Étienne. Claire arrivait chaque matin à la même heure, déposait son manteau sur la chaise près de l'entrée,
saluait poliment l'équipe réduite de personnel et se dirigeait vers le bureau où elle passait plusieurs heures à organiser, trier, interroger, proposer. Elle avait mis de l'ordre dans les idées d'Étienne avec une méthode claire, sans jamais chercher à l'impressionner. Elle se contentait d'être efficace. Elle traitait ses projets avec le sérieux qu'elle aurait accordé à n'importe quel autre client. Mais Étienne sentait que ce qu'elle apportait dépassait la simple compétence. Elle posait les bonnes questions, parfois les plus dures, et obligeait les projets à devenir concrets. Un matin, Étienne l'avait chargée de faire l'inventaire des documents archivés dans sa bibliothèque privée. Cette pièce, à l'écart du bureau principal, était rarement visitée par d'autres que lui. C'était un espace intime, où s'amoncelaient des années de lecture, de carnets remplis, de papiers rangés sans logique apparente. Claire y entra avec un carnet et un stylo, déterminée à mettre de l'ordre dans ce chaos feutré. La pièce sentait le vieux cuir et la poussière fine. Des rayons couvraient les murs du sol au plafond, et au centre, un fauteuil de lecture faisait face à une petite table basse. Elle passa les premières heures à trier des piles de revues d'art, à identifier des correspondances anciennes, des contrats liés à ses galeries. Ce fut en tirant un livre d'apparence banale qu'elle découvrit le cahier. Coincé derrière un volume épais sur la poésie du XIXe siècle, le carnet était dissimulé comme s'il n'avait pas été destiné à être trouvé. Claire le prit délicatement, l'observa. Sa couverture était noire, abîmée sur les bords. Aucun titre, aucun nom. Juste l'usure des années. Elle hésita. Ce n'était pas un document professionnel. Rien ne l'autorisait à l'ouvrir. Pourtant, il y avait dans cet objet une force d'attraction silencieuse. Elle se contenta de l'apporter à Étienne, sans le consulter. « J'ai trouvé ceci, dit-elle en entrant dans le bureau. Il était caché entre deux livres, comme s'il ne voulait pas être lu. » Étienne leva les yeux du dossier qu'il lisait. En voyant le carnet, son visage changea imperceptiblement. Il ne dit rien d'abord. Il tendit la main, le prit, le regarda longuement, puis il le posa sur la table. « Vous pouvez le lire, » dit-il après un silence. « Si vous le souhaitez. » Claire s'assit sans rien dire, ouvrit lentement le cahier. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture dense, sans rature, comme si chaque mot avait été posé avec soin. Ce n'était pas un journal intime au sens classique, c'étaient des poèmes, courts, intenses, parfois presque violents dans leur douleur contenue. Elle lut les premiers sans parler, absorbée. Il y avait une puissance singulière dans ces textes. Pas de grands effets, pas de lyrisme creux, seulement une précision dans les mots, une économie du geste, une clarté bouleversante. L'un d'eux parlait du silence, non comme d'un vide, mais comme d'un espace où les choses vraies résistent. Un autre décrivait le fauteuil roulant non pas comme un objet, mais comme une île mouvante entre deux continents de vie. D'autres parlèrent du regard des autres, de ce que cela fait d'être réduit à une image, un statut, une forme d'absence. Claire referma le cahier après en avoir lu une dizaine. Elle le reposa doucement sur la table. « C'est vous, n'est-ce pas ?»« Depuis l'accident, oui. Ces textes sont magnifiques. Durs, mais magnifiques. Je ne les ai jamais montrés à personne. Je les ai écrits pour ne pas éclater. » Elle hocha la tête. Elle comprenait. Ce n'était pas seulement une écriture de survie. C'était une tentative de tenir debout autrement. Un langage pour dire ce que le corps ne pouvait plus faire. « Vous devriez les publier. » Il secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. Qui veut entendre un homme en fauteuil parler de douleur et de silence? Le public préfère les récits de dépassement, les belles histoires de résilience. Pas ce que j'ai écrit là. Vous vous trompez. Ce que vous avez écrit, c'est exactement ce qu'il faut lire. Parce que ce n'est pas enjolivé. Parce que c'est vrai. Et parce que justement il y a trop peu de voix comme la vôtre. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, elle réfléchissait, puis elle se tourna vers lui. « Donnez-moi un de ces poèmes, un seul. Laissez-moi faire une tentative. Sans votre nom, anonymement. Je connais un concours littéraire qui accepte des textes inédits. Si ça ne donne rien, vous n'aurez rien perdu. » Il la regarda, hésitant. Il n'aimait pas l'idée de perdre le contrôle. Mais il savait que Claire ne proposait rien à la légère. « Vous ne le signerez pas ?» demanda-t-il. « Non, ce sera totalement anonyme. Je veux juste voir si le texte seul peut toucher quelqu'un. » Il prit le carnet, tourna les pages, en choisit une. Il la déchira avec soin, la lui tendit. « Celui-là. » Elle le prit, le plia, le glissa dans son sac sans le lire de nouveau. Il n'y eut pas d'autres mots sur le sujet ce jour-là. Ils reprirent leur travail,
chacun absorbé dans les tâches du moment. Mais une tension nouvelle flottait, une attente silencieuse. Les semaines passèrent. Claire n'évoqua plus le concours. Elle continuait à travailler avec la même rigueur. Étienne, de son côté, sentait qu'il pensait à ce poème plus qu'il ne l'aurait cru. Il se demandait ce qu'un regard extérieur y verrait. Il se surprenait à imaginer la réaction de lecteurs inconnus. Puis un matin, alors qu'ils terminèrent de corriger un dossier pour la fondation qu'ils voulaient lancer, Claire entra dans son bureau avec une enveloppe à la main. Elle la posa sur le bureau, le regard plein d'un mélange de prudence et d'émotion contenue. Il a gagné. Étienne fronça les sourcils. Le poème, premier prix. Ils veulent le publier, ils veulent même rencontrer l'auteur. Mais comme je n'ai pas mis votre nom. Il la regarda, surpris, presque choqué. Vous l'avez vraiment fait. Je l'ai fait parce que je crois en vos mots, et parce que je ne pouvais pas les laisser dormir dans ce cahier. Il resta silencieux. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait. C'était un mélange de vertige et de vulnérabilité. Quelqu'un, quelque part, avait lu ces mots, sans savoir qu'il s'agissait de lui, et avait été touché. « Vous auriez dû me le dire avant de l'envoyer », dit-il d'une voix basse. « Peut-être, mais je savais que vous refuseriez. Et j'ai préféré que vous soyez en colère plutôt que de vous savoir enfermé dans ce silence. » Elle se leva, prête à partir. « Si vous voulez que je parte, je comprendrai. » Étienne ne répondit pas. Il regardait l'enveloppe, les doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. Claire attendit quelques secondes, puis sortit sans ajouter un mot, laissant derrière elle non pas un simple acte d'audace, mais une brèche ouverte dans l'armure d'un homme qui commençait à redécouvrir ce qu'il pouvait encore offrir au monde. La journée qui suivit la révélation du concours littéraire s'installa dans un silence épais entre Claire et Étienne. Ce n'était pas un silence de malaise classique, mais un de ces silences qui contiennent trop de pensées pour être exprimées. Étienne, replié dans son bureau, avait refermé l'enveloppe du concours sans en parler davantage. Il avait lu la lettre, vu le logo de la fondation littéraire, le nom de l'événement, la mention lauréat, et s'était figé. Il n'avait pas explosé, n'avait pas élevé la voix, n'avait pas formulé de reproches directs, mais l'éclat dans ses yeux s'était éteint d'un coup, comme une flamme privée d'oxygène. Claire, de son côté, avait immédiatement compris. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Non pas morale, selon elle, mais émotionnelle. Elle avait agi sans son consentement, même avec les meilleures intentions. Elle n'avait pas cherché à l'exposer, elle avait voulu l'honorer. Mais elle n'était pas naïve. Elle connaissait le poids de la confiance dans une relation fragile comme celle qu'ils avaient tissée. Et cette confiance, elle l'avait bousculée sans prévenir. L'après-midi se déroula dans un climat tendu. Étienne ne la regardait pas. Il répondait par monosyllabes, s'enfermait dans une distance glaciale. Claire n'essaya pas de forcer une discussion. Elle savait que les mots, dans ces moments-là, sont souvent mal reçus, qu'ils risquent de faire plus de mal que de bien. Elle se contenta d'accomplir son travail jusqu'à l'heure convenue, puis quitta les lieux sans demander s'il voulait la voir le lendemain. La nuit tomba tôt, comme souvent à l'approche de l'hiver. Étienne resta seul dans son salon, les lumières tamisées projetant des ombres molles sur les murs. Il avait posé le poème imprimé à côté de l'enveloppe, lisant et relisant les phrases qu'il avait écrites des mois auparavant, à un moment où il croyait que ces mots ne sortiraient jamais de son espace intime. Il n'arrivait pas à décider s'il se sentait trahi ou reconnu. Il se sentait exposé, comme si quelque chose d'intérieur avait été arraché de lui et placé sous un projecteur. Il se repassa les dernières semaines dans sa mémoire. Claire l'amenant à parler, Claire lisant ses poèmes, Claire posant des questions que personne n'avait jamais osé poser. Il revit la sincérité dans ses yeux, la délicatesse de ses gestes, l'absence totale de flatterie dans ses paroles. Elle ne cherchait jamais à le consoler. Elle cherchait à le comprendre. Et malgré cela, elle avait agi sans lui. Cela le blessait. Pas parce qu'il la croyait malveillante, mais parce que cela confirmait une peur ancienne, celle de ne pas être maître de sa propre image. Le lendemain matin, Claire ne se présenta pas au travail. Elle n'envoya pas de message, ne donna aucune explication. Étienne s'assit à son bureau à l'heure habituelle, s'attendant malgré lui à la voir entrer avec son carnet et ses idées. Mais les minutes passèrent, puis les heures, et elle ne vint pas. Vers midi, il appela son assistant pour demander s'il avait eu de ses nouvelles. Rien. Il réfléchit à l'appeler lui-même, mais ne le fit pas. Dans l'après-midi, il retourna dans la bibliothèque où elle avait trouvé le cahier.
Il y passa plusieurs heures à relire d'autres textes, à essayer de comprendre ce qui dans ces mots avait pu pousser Claire à les rendre publics. Il ne trouvait pas la réponse. Ce n'était pas l'ambition, il en était sûr. Elle n'avait rien à y gagner. C'était autre chose. Une conviction peut-être, ou un instinct plus fort qu'elle. En fin de journée, son regard tomba sur le coin de son bureau où Claire avait laissé un carnet de travail. Il hésita, puis l'ouvrit. Sur la première page, elle avait écrit une liste de tâches à accomplir. À la dernière ligne, une note manuscrite griffonnée sans soin. Pensez à lui dire qu'il a raison d'avoir peur, mais qu'il n'est pas seul. Il referma le carnet, ému malgré lui. Il comprit alors que ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour lui, mais pas contre lui. 2 jours passèrent sans aucune nouvelle. Étienne oscillait entre le besoin de la contacter et l'orgueil de ne pas vouloir paraître faible. Il sentait pourtant que cette absence creusait un vide plus grand que prévu. Le 3e jour, il demanda à son assistant de vider le bureau qu'elle utilisait. Non par rancune, mais parce qu'il ne supportait plus de voir cet espace vide, comme une absence criante dans sa maison trop silencieuse. En triant les affaires, son assistant trouva une enveloppe laissée entre 2 dossiers. Elle n'était pas cachetée. Elle portait simplement son nom écrit avec soin, Étienne. Il prit l'enveloppe, la garda en main un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre. Claire l'avait écrite à la main, sur une feuille simple, sans en-tête. « Étienne, je vous écris ces mots en espérant qu'ils ne soient pas lus trop tard. Si vous avez cette lettre entre les mains, c'est que j'ai décidé de partir. Pas par colère, pas parce que j'ai peur de vous, mais parce que je crois que j'ai fait quelque chose qui vous a blessé plus que je ne l'avais imaginé. Je vous ai envoyé ce poème au concours non pour vous trahir, mais pour rappeler au monde que votre voix mérite d'être entendue. J'ai agi seul, c'est vrai. Je ne vous ai pas consulté et c'était une erreur, mais j'ai agi avec admiration et je n'ai jamais pensé un seul instant à me mettre en avant à votre place. Vous m'avez offert un espace rare dans votre vie et je vous en remercie. Mais il faut que vous sachiez que ce que j'ai découvert en vous, ce n'est pas seulement la douleur ni la solitude. C'est une force discrète, une intelligence lumineuse, une capacité d'émotion que peu d'hommes osent encore montrer. Ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Si je pars, ce n'est pas pour couper le lien. C'est pour vous laisser décider ce que vous voulez vraiment faire de ce lien. S'il reste quelque chose à bâtir entre nous, cela devra venir de vous, pas de mes initiatives. Merci pour votre confiance, pour vos silences, pour vos mots. Claire. Étienne relut la lettre 3 fois. Il ne pleura pas. Il ne réagit pas violemment. Il resta simplement là, assis dans le silence du soir, avec une clarté nouvelle dans le regard. Ce n'était pas une trahison. C'était un acte de foi maladroit, mais sincère. Elle avait agi parce qu'elle croyait en lui. Et s'il n'était pas capable de le reconnaître, alors peut-être méritait-il vraiment de rester seul. Mais il ne voulait pas cela. Il referma la lettre, la rangea dans le tiroir de son bureau et commença à réfléchir à ce qu'il ferait ensuite. Il n'avait jamais été doué pour rattraper les absents. Mais cette fois, il savait qu'il ne pouvait pas laisser le silence répondre à sa place. Le silence dans l'appartement d'Étienne était devenu un espace tangible, presque physique. Chaque objet semblait imprégné de la présence manquante de Claire. Le carnet de travail laissé par elle, encore ouvert sur une phrase gribouillée, les dossiers posés là où elle avait travaillé, les rayons de la bibliothèque chargés de livres, dont certains, soudain, semblaient au parler d'un passé inachevé. Étienne passait ses journées à errer dans ce décor vide, incapable de reprendre un rythme habituel. Les chambres, si parfaitement ordonnées par son personnel, lui semblaient désormais trop parfaites, trop éloignées de l'authenticité que Claire avait apportée. À chaque soir, il relisait la lettre qu'elle avait laissée. Il ne pouvait encore la relire sans une lourde douleur, non pas de colère ni même de regret net, mais d'une tristesse diffuse. Elle y disait qu'elle partait non par peur, non par rejet, mais parce qu'elle voulait qu'il choisisse, qu'il prenne la responsabilité, non de la retenir, mais de décider de ce qu'il voulait vraiment. Il pesait chaque phrase, essayait de discerner la part d'amour, d'admiration, de crainte, d'humilité. C'était un document intime, fragile et douloureux. Il réalisait chaque fois qu'il n'était jamais parvenu à lui exprimer toute la reconnaissance qu'il éprouvait, pour son regard, ses silences, son courage discret. Le lendemain de son départ, l'appartement retrouva un calme nouveau, inaccoutumé. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Étienne ne se levait plus avec le tic de la journée à organiser.
Il restait assis, immobile, observant la lumière changer et les ombres glisser sur le parquet. Il se surprit à attendre le bruit de ses pas dans le couloir, le tintement de son manteau accroché, mais ces sons restaient absents. Il se rendait au bureau, ouvrait un dossier, mais le fermait aussitôt. Rien ne le retenait plus dans ce lieu sans elle. 3 jours passèrent. Chaque matin, il se levait, s'habituait à son absence, puis lui trouvait une place encore moins supportable que la veille. Il s'interrogeait. Fallait-il la rappeler, lui écrire? Mais il craignait d'être perçu comme un homme qui ne peut vivre sans elle, un homme faible, cherchant une présence pour le combler. Or, il était fatigué d'être seul, mais il voulait surtout la mériter, pas la supplier. Il voulait que ce lien, s'il devait se déployer à nouveau, soit fondé sur une volonté consciente, pas sur une dépendance masquée en affection. À la fin du 3e jour, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il prit un carnet, ouvrit une page vierge et écrivit. Pas une lettre, pas un poème. Des mots simples, bruts, comme une adresse à lui-même. Il écrivit qu'il ne voulait plus fuir ses propres sentiments, qu'il ne voulait pas perdre la chance de construire quelque chose qui dépasse la peur. Il décrivit, entre autres, ce qu'elle lui avait apporté, cette fascination renouvelée pour la vie concrète, les conversations honnêtes, le courage d'exister au-delà d'une image sociale, les actes qui portent un sens. Il décrivit sa peur d'être aimé, non comme une faille, mais comme un geste de protection qu'il avait appris à ériger, à ses dépens. Il mit des mots sur ce qu'il ne savait pas dire à voix haute. À la lecture de ces pages, un frisson lui parcourut l'échine. Ce qu'il avait écrit n'était pas destiné à être envoyé, mais il sut qu'il devait le faire. Il se leva, alla à son bureau, prit une feuille de qualité, encre noire, et recopia ses phrases principales dans une lettre adressée à Claire. Il ne cacha pas la vérité. Il savait qu'elle avait fait ce geste maladroit, envoyer un poème à un concours littéraire, par admiration et désir de le pousser à sortir de son silence. Et elle avait eu raison. Il s'excusait de ne pas l'avoir compris sur le moment. Il lui exprimait qu'il ne voulait pas qu'elle disparaisse de sa vie. Et surtout, il lui demandait sincèrement si elle accepterait de revenir, de reconstruire quelque chose, pas dans l'envie de l'imposer, mais dans la confiance et la reconnaissance de ce qu'elle avait déjà semé. Une fois le texte terminé, il le plia soigneusement, le glissa dans une enveloppe blanche, précisa au stylo « à redonner à Claire ». Il la laissa sur son bureau, posée sur son carnet de travail, là où il savait qu'elle reviendrait si elle devait revenir. Il ne se sentait ni plus fort, ni plus vulnérable. Il se sentait enfin aligné avec ce qu'il ressentait vraiment. Il passa la journée à ne rien faire d'autre que d'attendre. Il alluma une lampe dans le salon, regarda la pluie tomber sur la fenêtre sans espoir particulier, mais avec une attente profonde. Il ne savait pas si elle répondrait. Il ne savait même pas si elle le verrait à nouveau. Mais il avait retrouvé la parole. Il avait mis fin à son absence intérieure. Et cela, pensait-il, était déjà un pas vers ce que pourrait être quelque chose de vrai, quelque chose construit, à deux, dans la lumière sans artifice. Paris accueillait ce soir-là une de ces soirées culturelles que la ville organise avec une grâce silencieuse. L'exposition littéraire, organisée dans une ancienne fabrique reconvertie en centre artistique, ne faisait pas la une des journaux, mais attirait un public fidèle. Lecteurs passionnés, auteurs anonymes, critiques discrets, éditeurs à la recherche d'un éclat singulier. C'était un événement sobre, élégant, sans faste inutile. L'entrée était libre, les lumières tamisées, et les textes étaient lus à voix haute par des comédiens. L'objectif était de célébrer la parole, la vraie, celle qui ne cherche pas à séduire mais à révéler. Étienne avait appris par hasard, ou presque, que le poème primé serait lu au cours de cette exposition. Ce poème, son poème, celui que Claire avait envoyé sans le lui dire. Il l'avait appris en consultant le programme de l'événement, transmis par un contact du milieu littéraire. Il n'avait rien dit à personne. Il n'avait pas annoncé sa présence, pas même à Claire. Il y alla seul, vêtu d'un manteau sobre, discret parmi la foule. Il ne voulait pas être vu, il voulait voir. Et surtout, il voulait entendre. Il entra dans la salle principale, s'installa au fond, dans l'ombre d'un pilier, hors du faisceau des projecteurs. La pièce était remplie de chaises en bois alignées devant une scène simple. Un micro, un pupitre, quelques projecteurs. Le public était attentif, silencieux. Les lectures avaient déjà commencé. Des textes variés,
Certains abstraits, d'autres plus incarnés, étaient déclamés avec justesse. Étienne écoutait, absorbé. Il ne pensait pas à la compétition, à la gloire, ni à la reconnaissance. Il attendait seulement ce moment où ces mots, écrits dans le secret, dans la douleur, prendraient une vie en dehors de lui. Enfin, l'un des présentateurs annonça « Le prochain texte est le lauréat de notre sélection cette année. Il nous vient d'un auteur anonyme. Il s'intitule « Ce que le silence ne tue pas ». Un acteur monta sur scène, un homme à la voix grave, au timbre précis. Il prit la feuille, s'éclaircit la gorge, puis commença à lire. Et là, les mots d'Étienne sortirent de l'ombre. Ils furent prononcés, portés, interprétés, mais sans fioriture. Ils restèrent intacts. Chaque phrase tombait dans le silence de la salle comme une pierre dans l'eau calme. Pas un souffle ne se faisait entendre. Le public écoutait, suspendu. Des regards se baissaient, d'autres fixaient le vide. Personne ne riait, personne ne bougeait. Étienne sentit un frisson remonter le long de son dos. Ce texte, qu'il avait écrit une nuit d'insomnie, lorsqu'il se croyait définitivement seul, était désormais entendu par des dizaines de personnes. Il n'était plus seulement à lui, il devenait un pont, une preuve, une manière d'exister autrement que dans le silence. Il baissa les yeux. Il se sentit vulnérable, mais pas brisé. Il se sentit exposé, mais pas exploité. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être lu, d'être entendu. Puis il la vit. Claire. Elle était là, assise à 2 rangs de la scène, légèrement de profil. Elle ne savait pas qu'il était présent. Son visage était fixe, concentré. Elle tenait son sac sur ses genoux, les mains serrées. Étienne l'observa, bouleversé. Elle n'applaudissait pas encore. Elle ne souriait pas. Elle écoutait avec une intensité rare. Lorsqu'elle entendit la dernière phrase du poème, elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit lentement, comme pour retenir ce moment en elle. Quand les applaudissements commencèrent, Étienne sortit de l'ombre. Il roula lentement jusqu'à l'allée centrale. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Il ne voulait pas faire un discours, il voulait juste dire quelque chose. Il avança vers la scène, et les murmures dans la salle commencèrent. Certains le reconnurent. D'autres se demandaient qui était cet homme en fauteuil roulant, qui montait sur scène avec une lenteur volontaire. Il prit place devant le micro. Il regarda brièvement la feuille posée sur le pupitre. Puis, il leva les yeux vers le public. « Le texte que vous venez d'entendre, dit-il d'une voix calme, c'est moi qui l'ai écrit. Pas sous un pseudonyme, pas pour le public, mais pour survivre. » Un silence pesant s'abattit. Il poursuivit. « Je ne pensais pas que ces mots verraient le jour. Je ne pensais pas qu'ils intéresseraient quelqu'un. Ils ont été envoyés sans que je le sache, par une personne qui m'a vu lorsque je ne voulais plus être vu. Et aujourd'hui, je comprends qu'elle a eu raison. » Il sortit une feuille de sa poche, non pas le poème, mais un autre texte. Il le déplia, le posa sur le pupitre et dit simplement « Je voudrais vous lire un texte nouveau. Il n'a jamais été partagé. Il est pour elle. » Il lut alors un poème court, mais précis. Il parlait d'une fenêtre entr'ouverte, d'un souffle de vent, d'un regard qui ne juge pas. Il parlait de la possibilité de se reconstruire non pas seul, mais à 2. Il ne nomma Claire nulle part, mais chaque mot lui appartenait. La salle l'écouta en silence. À la fin, il remercia le public, redescendit lentement de la scène. Les applaudissements vinrent, discrets d'abord, puis plus soutenus. Mais lui n'y prêta pas attention. Il retourna dans l'ombre de la salle. Claire n'était plus à sa place. Il se retourna, la chercha du regard. Elle était là, debout à l'entrée, ses yeux fixés sur lui. Elle ne bougeait pas. Elle le regardait. Il sentit son cœur ralentir, sa respiration devenir plus lourde. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle observait, comme on regarde une vérité enfin dite. Il s'approcha, doucement. Elle fit un pas en avant. Aucun mot ne fut échangé. Rien que ce regard, cette tension paisible entre 2 personnes qui n'avaient plus besoin d'expliquer. Étienne s'arrêta devant elle. Ils restèrent ainsi quelques secondes suspendus où tout semblait se dire sans un son. Il sut alors qu'il avait fait ce qu'il fallait et qu'elle avait compris. Après l'exposition, la foule se dispersait lentement, comme si chacun craignait de rompre la magie fragile que les mots avaient installée. Les conversations reprenaient timidement, les voix restaient basses, les pas sur le parquet résonnaient à peine. Mais au fond de la salle, là où Étienne et Claire se faisaient face, rien ne bougeait encore.
Le tumulte du monde semblait s'être effacé. Le regard qu'ils échangeaient portait tout ce qui n'avait pas été dit, tout ce qu'aucune lettre, aucun poème, aucun aveu n'aurait pu transmettre plus clairement. Claire s'approcha. Ses pas étaient calmes, précis, presque lourds de sens. Elle s'arrêta juste devant Étienne, le regardant dans les yeux. Son visage était neutre, mais ses yeux brillaient d'un éclat que ni la lumière ni le maquillage ne pouvaient expliquer. Elle avait entendu les 2 poèmes, elle avait compris le message, elle avait ressenti le poids de chaque mot lu à haute voix. Ce qu'il avait dit n'était pas une mise en scène, ce n'était pas un geste romantique ni un appel dramatique, c'était une offrande. Étienne n'avait rien exigé. Il avait simplement exposé ce qu'il ressentait, avec la sincérité rare de ceux qui n'ont plus peur de perdre. Elle tendit la main. Il la prit. Leurs doigts s'enlacèrent, sans précipitation. Il n'y eut pas de discours, pas de promesses. Ils se regardèrent longuement dans le vacarme sourd de la salle en train de se vider. Puis, doucement, Étienne murmura d'une voix presque rauque « Je n'ai plus peur d'être aimé. Vous me l'avez appris. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle cligna des yeux, prit une inspiration, puis, lentement, elle esquissa un sourire discret, presque timide. Un sourire qui n'était pas de soulagement, ni de victoire, mais de reconnaissance. Elle hocha doucement la tête, et ses lèvres murmurèrent un simple « merci ». Ils restèrent ainsi, les mains jointes, au milieu d'une foule qui ne les voyait plus. Quelques personnes les observèrent de loin, sans comprendre l'intensité de ce moment. D'autres passaient sans prêter attention. Mais pour Étienne et Claire, le reste du monde s'était dissous. Ce silence partagé avait plus de sens que tous les échanges de leur semaine passée. Il ne s'agissait plus de réparation, de pardon ou de reconquête. Il s'agissait d'un accord silencieux, continué différemment mais ensemble. Ils quittèrent la salle sans se presser. La nuit dehors était fraîche mais sèche. Paris brillait doucement sous les réverbères et les rues encore animées murmuraient les sons habituels d'un vendredi soir. Étienne proposa de la raccompagner et Claire accepta sans discuter. Sur le chemin, ils ne parlèrent presque pas. Ce silence n'était plus pesant. Il était naturel, complice. Un silence qui n'était plus vide, mais plein. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Claire, elle ne bougea pas pour entrer. Elle resta là, les bras croisés, le regard pensif. Jules dormait chez une voisine. Elle avait prévenu qu'elle rentrerait tard. Étienne ne dit rien, ne força aucune question. Il attendait simplement. Finalement, Claire se tourna vers lui. « Est-ce que tu veux monter ?» Il hocha la tête. Elle ouvrit la porte et ils montèrent ensemble. L'ascenseur grinçait légèrement, les couloirs étaient calmes, et l'appartement sentait le café froid et les livres lus trop souvent. Elle lui fit signe d'entrer. L'intérieur était modeste, mais vivant. Des dessins de Jules accrochés au mur, des coussins usés sur le canapé, une pile de livres sur la table basse. Étienne observa les détails avec une attention douce, comme s'il voulait retenir chaque chose. Claire alla dans la cuisine, revint avec 2 tasses. Elle s'assit sur le canapé, il la rejoignit en face. Ils échangèrent quelques phrases simples sur la soirée, les lectures, l'ambiance, mais très vite, ils retombèrent dans ce calme qui les définissait. L'absence de mots n'était plus un obstacle. C'était un espace dans lequel ils pouvaient être entièrement eux-mêmes. À un moment, Claire se leva, attrapa un carnet posé sur la bibliothèque et le tendit à Étienne. « Jules t'a fait un dessin. » Il ouvrit le carnet. Le dessin représentait une chaise roulante, un bonhomme souriant et un autre personnage, manifestement elle, avec une bulle disant « Il est gentil ». Étienne sourit. Ce fut un sourire simple, sincère, sans défense. Il referma le carnet et le reposa. « Il a du talent », murmura-t-il. Claire hocha la tête. « Il voit les choses, pas comme elles sont, mais comme elles devraient être. » Elle se pencha alors légèrement vers lui. Pas pour l'embrasser, pas pour se livrer à une démonstration d'affection attendue. Elle posa simplement son front contre le sien. Ce geste, plus intime que n'importe quel baiser, fut leur point d'ancrage. Il n'y avait rien à expliquer, rien à promettre. C'était un contact d'égal à égal, une reconnaissance partagée. La nuit s'étira. Ils restèrent ainsi, sans dormir, sans parler, à écouter les bruits du dehors, les mouvements du bâtiment, les respirations lentes d'un monde qui ne les pressait plus. Ce moment, sans tension ni peur, leur appartenait. Il n'y avait pas de futur projeté, pas d'histoire rêvée à l'avance. Il y avait juste cette présence, enfin, acceptée.
Au petit matin, Étienne proposa qu'elle vienne chez lui dans l'après-midi. Il avait quelque chose à lui montrer. Claire accepta, intriguée mais confiante. Ils se séparèrent sur le pas de la porte, avec un regard qui n'avait plus besoin d'être traduit. Ce jour-là, dans l'appartement d'Étienne, quelque chose avait changé. Pas dans les meubles, ni dans les routines, mais dans l'air. Une paix discrète s'installait. Il n'était plus ce lieu de repli, mais le point de départ d'autre chose. Étienne passa la matinée à finaliser une surprise qu'il préparait depuis plusieurs semaines en silence. Et pour la première fois depuis des années, il attendit la venue de quelqu'un non avec angoisse, mais avec une joie calme. Claire allait revenir. Et cette fois, elle ne venait pas pour organiser ses dossiers, ni pour ranger ses pensées. Elle venait pour marcher à ses côtés, sans projet précis, mais avec une direction claire, celle d'une vie plus vraie. Le jour suivant s'annonçait clair, sans nuages, presque irréel après des semaines de grisaille parisienne. Étienne s'était levé tôt. Il avait demandé à ce que personne ne vienne le déranger ce matin-là. Il voulait être seul, concentré, certain que tout était en place. Le salon était immaculé, mais ce n'était pas là que les choses se passeraient. Il avait fait installer une structure dans un espace attenant à son bureau personnel, un lieu qu'il n'utilisait presque jamais et qu'il avait décidé de transformer, silencieusement, pour une occasion très précise. Depuis plusieurs jours, des artisans étaient venus par vagues discrètes, suivant des instructions très précises, sans trop poser de questions. Étienne leur avait simplement montré un dessin, un petit croquis sur une serviette, une tour Eiffel un peu de travers et une chaise roulante avec des ailes. Claire arriva peu avant 14 heures. Elle avait mis un pull clair, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle portait un sac en bandoulière comme si elle ne savait pas encore si elle resterait 1 heure ou toute la journée. Étienne l'attendait dans le couloir, calme, le regard posé sur elle avec cette intensité discrète qu'elle connaissait désormais. Il ne parla pas tout de suite. Il l'invita à le suivre silencieusement. Ils traversèrent le couloir, longèrent la bibliothèque et passèrent une porte que Claire n'avait encore jamais vue ouverte. L'espace à l'intérieur était baigné de lumière naturelle, grâce à une verrière installée dans le plafond. Au centre de la pièce, recouverte d'un drap blanc tendu, se tenait une forme massive, indéfinie. Claire s'arrêta, intriguée. « C'est ici que je voulais te montrer quelque chose », dit Étienne en s'approchant lentement de la structure. Elle s'avança, puis s'arrêta juste en face de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il attrapa un coin du drap et le tira avec douceur. Ce qu'elle vit alors la laissa figée. Une sculpture presque à l'échelle d'un enfant trônait au centre de la pièce. Elle représentait une tour Eiffel stylisée, un peu asymétrique, comme dans son dessin sur la serviette. Juste à côté, en élévation, une chaise roulante avait été sculptée dans du métal léger, ses roues légèrement inclinées, et 2 ailes en cuivre fin s'étendèrent de part et d'autre du dossier. Le travail était à la fois brut et délicat. Il ne s'agissait pas d'une œuvre parfaite. C'était une transcription honnête, presque exacte, du croquis qu'elle avait griffonné des semaines auparavant. Claire mit plusieurs secondes à retrouver sa voix. « Tu as fait construire ça ?»« Oui. » Elle s'approcha de la sculpture, effleura les ailes du bout des doigts. Elle vibrait à peine sous sa paume. « Pourquoi ? Parce que ton dessin m'a suivi. Il s'est imprimé en moi, il ne m'a pas quitté. Et parce que j'ai compris que ce n'était pas un simple jeu ni une plaisanterie. C'était un symbole. Quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer pour moi. » Claire s'assit sur le fauteuil près de la verrière. Elle semblait à la fois bouleversée et apaisée. Étienne la regardait, attentif à chaque mouvement de son visage. « Quand j'étais petite, dit-elle soudain, je dessinais cette tour dans tous mes cahiers. Toujours un peu tordue, jamais droite. Je crois que c'était ma façon de dire que la liberté n'est pas parfaite. Elle est instable, fragile, mais elle existe. » Étienne écoutait sans l'interrompre. Elle poursuivit. « Et la chaise avec les ailes, je ne sais même pas pourquoi j'ai ajouté ça. Peut-être pour dire que ce qui semble fixe peut encore bouger, que ce qui est cloué peut encore rêver. C'était naïf, je sais. »« Ce n'est pas naïf, » répondit-il. « C'est vrai. » Il fit une pause, puis s'approcha davantage. « J'ai demandé à un centre culturel de l'Est parisien s'ils seraient prêts à accueillir cette sculpture dans leur espace public. Un endroit dédié à l'inclusion, à l'art accessible, à la parole libre. Ils ont accepté. Elle sera inaugurée dans 2 semaines. » Claire le fixa, bouche légèrement entr'ouverte. « Tu vas l'exposer ?»« Oui.
Mais pas seul, je veux que tu sois là, pas comme assistante ni comme invitée. Je veux que tu sois présentée comme co-auteur du projet. Tu es à l'origine de tout ça. Sans toi, ce symbole n'existerait pas. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, fit quelques pas autour de la sculpture, la regardant sous différents angles. Chaque élément semblait avoir été pensé avec soin. Les ailes n'étaient pas des accessoires décoratifs. Elles faisaient corps avec la structure. La tour, bien que bancale, tenait debout avec une élégance discrète. L'ensemble transmettait une émotion profonde, une invitation à voir différemment. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dis-moi juste que tu viendras. » Elle le regarda, les yeux brillants. Il n'y avait plus de peur entre eux, plus de distance défensive. Il ne restait que ce lien tissé lentement, à force de confiance et de gestes simples. « Oui, je viendrai. » Il sourit. Ce n'était pas un sourire éclatant, c'était un sourire fatigué, mais solide. Le genre de sourire qui ne cherche pas à plaire, mais qui dit « Je suis là, je t'écoute, et je continue ». Ils restèrent longtemps dans la pièce, à parler, à rêver à voix basse. Ils évoquèrent d'autres projets, une exposition de poèmes, un livre illustré, une série de rencontres dans des écoles, pour parler de la différence, de la créativité, de l'invisible. Étienne proposait, Claire ajustait, corrigeait, amplifiait. Il construisait, non plus dans l'urgence, mais dans la clarté. À la fin de la journée, Claire demanda à revoir les textes qu'il n'avait pas encore partagés. Il les lui donna sans hésitation. Elle les prit comme on prend une clé. Il savait qu'elle ne trahirait pas ce qu'ils contenaient. Avant de partir, elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu sais, dit-elle, je ne crois pas aux grands discours, mais parfois les gestes suffisent. » Il acquiesça. Et parfois, une serviette avec un dessin peut changer une vie. Elle sourit, puis elle partit. Mais cette fois, il savait qu'elle reviendrait, pas parce qu'il l'espérait, mais parce qu'ils avaient désormais quelque chose à construire, ensemble. Pas une histoire d'amour idéalisée, mais une réalité partagée. Et cela valait plus que toutes les promesses. Le jour de l'inauguration arriva, un samedi matin de fin d'automne, où l'air était vif mais lumineux. Le ciel, d'un bleu sec, semblait complice de ce qui se préparait. Dans le quartier Haye de Paris, un centre culturel récemment rénové accueillait les derniers préparatifs d'un événement discret mais important. Le lieu, habituellement fréquenté par des enfants, des familles et des artistes locaux, avait mis à disposition sa grande cour intérieure pour recevoir une œuvre singulière, une sculpture représentant une chaise roulante avec des ailes installée à côté d'une tour Eiffel stylisée. Un espace avait été aménagé tout autour avec des bancs, des panneaux explicatifs et un micro posé devant une petite estrade. Étienne était arrivé en avance. Il avait demandé à ce que l'accueil reste sobre, sans presse, sans traitement particulier. Il ne voulait pas être au centre d'un spectacle, mais simplement participer à un moment vrai, cohérent avec ce que cette œuvre représentait. Il portait une veste foncée, une écharpe discrète. Sa présence, bien que remarquée, ne perturbait pas l'atmosphère du lieu. Il s'entretenait avec les organisateurs, vérifiait les détails, observait les familles déjà présentes, les enfants courant entre les bancs, les regards curieux dirigés vers la sculpture. Claire arriva peu après, avec Jules à ses côtés. L'enfant portait un bonnet coloré, une veste trop grande pour lui et tenait la main de sa tante comme s'il sentait que quelque chose d'important se préparait. Claire était silencieuse, concentrée, mais détendue. En voyant Étienne, elle lui adressa un regard calme, complice. Il roula jusqu'à eux et ils restèrent un moment sans parler, observant la sculpture installée au centre de la cour. « Elle est encore plus belle en plein jour, » dit-elle. « Elle vit mieux dehors, » répondit-il. « Elle a été faite pour respirer avec les autres. » Jules tira la main de Claire, désignant la chaise volante. « C'est comme ton dessin, Tata. »« Oui, exactement comme ça, » répondit-elle en souriant. Les invités commencèrent à arriver. Des responsables de l'association, des éducateurs, des artistes, quelques voisins, des enfants du quartier. Rien de spectaculaire, pas de grandes figures, pas de projecteurs, mais une sincérité dans les gestes, dans les échanges, qui donnait au moment une densité particulière. La sculpture attisait la curiosité. Certains lisaient le petit panneau explicatif à côté, d'autres prenaient des photos. Une émotion discrète circulait dans l'air, renforcée par l'élégance simple de l'ensemble. Quand tout le monde fut installé, un responsable du centre prit la parole pour ouvrir la cérémonie. Il parla de l'art comme outil de transformation,
de la manière dont les symboles peuvent t'aider à penser différemment, à voir au-delà des apparences. Il remercia les artistes, souligna la générosité de ceux qui avaient permis la réalisation de cette œuvre. Puis il invita Étienne à prendre la parole. Le silence se fit naturellement. Étienne s'approcha du micro, sa chaise roulant doucement sur le sol de pierre. Il n'avait pas préparé de discours écrits. Il avait simplement réfléchi à ce qu'il voulait dire, dans le respect du lieu et de ceux qui l'écoutaient. Il ajusta légèrement son micro, leva les yeux vers la foule, puis commença à parler d'une voix claire, sans chercher à forcer l'émotion. Il y a quelque temps, je pensais que certaines choses ne m'étaient plus accessibles. Je croyais que certaines expériences, certains rêves, devaient être abandonnés une fois que le corps refuse d'avancer comme on le voudrait. Je croyais que l'idée même de liberté devenait une abstraction lorsqu'on dépend d'un fauteuil, d'un espace limité, d'un rythme différent. Il fit une pause, chercha le regard de Claire dans l'assistance. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que la liberté ne réside pas dans les jambes, ni dans la vitesse, ni dans l'indépendance absolue. Elle se trouve dans le regard des autres, dans le courage d'être vu tel qu'on est, dans la possibilité d'exister autrement que dans les cases qu'on nous assigne. Il désigna la sculpture. Cette œuvre est née d'un dessin simple, d'un geste spontané, d'une phrase griffonnée sur une serviette. Tout le monde mérite de voler. Je ne croyais pas, à ce moment-là, que ces mots pouvaient s'appliquer à moi. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont vrais. Non parce que j'ai trouvé des ailes, mais parce que j'ai compris que les ailes ne sont pas toujours visibles. Elles sont parfois dans les liens qu'on tisse, dans les actes qu'on pose, dans le choix de se relever autrement. Il se redressa légèrement, plus fier. Ce lieu, cette sculpture ne sont pas là pour embellir un quartier. Ils sont là pour rappeler que chacun, quel que soit son chemin, peut participer à quelque chose de plus vaste, qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être digne, qu'on peut être immobile et profondément vivant. Un silence profond suivit ces paroles. Pas d'applaudissements immédiats, un silence réel, respectueux, habité. Puis, peu à peu, les mains se mirent à frapper doucement, sincèrement. Étienne se recula du micro. Claire le rejoignit sans rien dire. Elle posa une main sur son épaule. Il la prit dans la sienne. Après la cérémonie, les gens se dispersèrent lentement. Certains restèrent pour parler, poser des questions, prendre des photos. D'autres s'approchèrent de Claire pour la féliciter, lui demander si d'autres œuvres viendraient. Elle souriait, répondait avec justesse, sans s'effacer, mais sans s'imposer. Elle était à sa place, pleinement. Jules courait autour de la sculpture, s'arrêtait parfois pour l'observer, comme s'il essayait d'en comprendre tous les détails. Étienne le regardait faire avec un sourire fatigué mais sincère. Quand la cour se vida presque complètement, Claire s'approcha d'Étienne. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, on avance, ensemble, pas vers quelque chose d'idéal, juste vers ce qui est vrai. » Elle acquiesça. « C'est suffisant. » Ils restèrent encore un moment dans la cour, seuls face à la sculpture, le vent léger jouant dans les ailes métalliques. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'un nouveau mouvement. Un vol partagé, à ras du sol peut-être, mais libre, solide, construit non sur des illusions, mais sur des choix réels. Un avenir sans promesses extravagantes, mais avec la certitude qu'à deux, tout devenait possible autrement.